Donc on va maintenant pouvoir continuer l'après-midi. On va démarrer avec deux nouveaux invités, Fabrice Pelletier et Mathieu Wittvogt, qui vont nous présenter, nous parler de l'eau. L'eau en règle générale. La thématique de la session qui démarre, c'est la Haute-Savoie invente l'eau en bouteille. Est-ce bien raisonnable? Je passe la parole à Mathieu Wittvogt pour démarrer cette séquence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Alors on est très très fiers aujourd'hui, on va vous annoncer le lancement d'une nouvelle marque de bouteilles d'eau en plastique, la Combloran. Ça va être fantastique. Non, c'est une blague. C'est une blague, d'autant plus que la marque est prise. C'était la course de ski qui avait lieu vendredi. Donc je risque de m'attaquer moi-même pour plagiat et ça m'embêterait. Non mais par contre c'est un peu le sujet du jour et on va parler du coup de l'eau en bouteille plastique. On va en parler aussi en préambule, on va se présenter et puis après on va aller creuser un peu dans le sujet. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on consomme de l'eau en bouteille et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de limiter nos impacts. Pour commencer, moi je vais m'introduire avec peut-être, je crois qu'il y a des petites slides au moins, ou celle d'avant même. Je reviens en arrière, voilà, parfait. Du coup, moi, je m'appelle Mathieu Wittvogt, je suis éco-aventurier, donc je fais des défis un peu fous pour parler d'écologie. Et un de mes gros défis, c'est autour de la natation. Et M. Raffarin parlait de l'amour de l'eau en fait en introduction. Et moi, mon amour, il est tout particulier parce qu'il m'amène à faire des choses un peu folles dans cet élément où j'ai vraiment l'impression de me retrouver. Moi, comme certains en montagne se retrouvent dans l'immensité de ces milieux inaccessibles, comme on a dit. Un des défis, ça a été du coup le défi Titicaca, c'était la traversée du lac Titicaca à la nage pour parler de la pollution du lac en tirant un bateau qui faisait 400 kilos pendant 10 jours dans une eau à 12 degrés et à 3800 mètres d'altitude. Donc c'est des défis un peu fous. Il y en a eu un à Annecy pour parler de l'eau virtuelle. Il y a eu la descente de la Seine à la nage avec ma femme qui est là, Chloé, et Lucas, mon petit frère, pour parler de la pollution des mégots. Bref, tout un tas de défis avec à chaque fois une cause dans son cœur. Mais mon tout premier défi, et c'est pour ça que je viens animer un peu cet échange, c'était de faire un tour du monde en vélo avec mon cousin à la rencontre des solutions face aux déchets plastiques. Donc on a cartographié 300 projets et puis on est allé en vélo rencontrer des solutions et filtrer l'eau du monde entier pour la boire parce que c'est par ces pays-là qu'on passait. Et cette photo fait un petit clin d'œil à l'intervenant du jour. Pourquoi? Parce que le zèbre, c'est un peu son emblème. Si vous voyez, sa voiture, elle est même zébrée. Si vous voyez son mollet, il est zébré aussi. Enfin bref, il est fan de zèbres. Anatomie quand même à tout le monde. Mais du coup, je suis très content de parler de ce sujet avec toi, le sujet de l'eau en bouteille. Pourquoi? Parce que la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était à travers un rapport sur l'éco-ancrage. Il y en a par levée de main qui connaissent ce que c'est que l'éco-ancrage. Levez la main. Oui, ça j'imagine. Alors l'éco-ancrage, moi j'ai trouvé ça fabuleux. C'est un guide sur comment utiliser de façon raisonnable de l'encre sur les packaging. Et donc, à travers des petits gestes très simples, on peut réduire de 80, de 20% sa consommation d'encre. Et moi, j'ai vraiment adoré ce rapport et j'ai lu qui l'avait écrit, c'était toi, en partie. Oui, j'ai écrit ce guide de l'éco-ancrage puisqu'en 2007, alors que ce n'était pas du tout encore à la mode, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Éco-design, chemin vertueux ». Parce que mon métier, c'est d'être designer, sur lequel j'avais montré sur l'emballage toutes les pistes pour pouvoir emballer de manière beaucoup plus responsable. Donc, c'est un tout petit ouvrage. Et à la fin de cet ouvrage, je me suis dit, qu'est-ce que j'oublie? Et là, il y a un corollaire à tous les emballages, c'est qu'ils sont imprimés. Et en creusant un peu, je me suis rendu compte que ça faisait depuis Gutenberg qu'on imprimait sans se soucier de la quantité d'encre que l'on mettait sur le papier ou sur le carton. À ce moment-là, j'ai été voir Nestlé, Carrefour, les grandes marques. J'ai pris des emballages des grandes marques et je me suis rendu compte que je pouvais faire exactement la même chose en économisant en moyenne 25% d'encre. 25% d'encre, c'est
28 kg de CO2. Enfin, c'est énorme. Juste pour vous donner un petit exemple, à l'époque, on avait un point vert sur les emballages qui était l'emblème de Citeo. Cet emblème de Citeo, il fait à peu près 8 mm de diamètre sur un emballage, autant dire la taille d'une mouche. Et en faisant l'éco-ancrage, sur les emballages qui étaient mis en France sur cette taille de mouche, j'arrivais à gagner 7 tonnes d'encre. Donc vous imaginez ce qu'on peut gagner sur l'ensemble. Il y a un guide ultra pratique. Et voilà, je suis content que tu lises. Ouais. Voilà, vous pouvez aller lire si ça vous intéresse, en tout cas l'éco-ancrage. C'est pas trop le sujet du jour, mais vous commencez à comprendre un peu l'expertise de mon voisin de gauche. Et l'autre expertise, c'est aussi autour du packaging, mais aussi pour moi, il y a un côté designer que tu apportes et qui est très très fort et qu'on voit d'ailleurs à travers ces chaises. Peut-être que vous posez la question, pourquoi est-ce que ces chaises sont là? Quelle est leur particularité? Est-ce que tu veux dire un petit mot rapide avant qu'on attaque le sujet? Oui, en fait, oui, je fais de l'emballage depuis bientôt 40 ans, mais je fais partie des gens qui ont lancé les filières de recyclage. J'ai la particularité d'avoir un papa qui était ingénieur des eaux et forêts. Son prof, c'était René Dumont, que M. Raffarin devait bien connaître. Et j'ai eu une autre chance, c'est que notre ami, mon ami d'enfance, il s'appelait Pierre Rabhi. Et j'ai vécu avec avec Pierre Rabhi et bien sûr mon papa et ma maman. Et donc j'ai fait ce métier de l'emballage par hasard et j'ai pris tout de suite la conscience que ce que je faisais, c'était ce que j'enlevais quand j'avais 8 ans. Donc je vous parle d'il y a très longtemps, je faisais des associations de protection de l'environnement et on allait sortir les déchets sauvages. Et je me souviens, on avait des trucs, je ne savais pas ce que c'était, mais c'est les emballages, des bouteilles en plastique, des boîtes de conserve. Et il se trouve que c'est ce que j'ai créé après. Donc j'ai tout de suite percuté en me disant non, il faut que tu infiltres les entreprises. Parce que je ne pourrais pas enrayer, l'emballage est nécessaire, mais pour que ça soit fait de manière plus responsable. Ces chaises, vous savez ce que c'est? C'est des ordures. Mais je dis souvent que l'ordure, je sépare le mot or et dur. C'est en fait des chaises qui sont faites à partir des déchets de pulpeurs. C'est-à-dire quand vous avez une brique alimentaire, vous connaissez tous vos briques de lait, vos briques de jus d'orange. C'est du plastique, pour faire simple, du papier, du plastique, de l'aluminium et du plastique. Donc 75% de papier, on le met dans une espèce de mixeur, on récupère le papier et le plastique, on ne sait pas quoi en faire. Au mieux, Christelle, on l'incinère, mais on en enfouit encore énormément et il y en a beaucoup dans nos sols. Et nous, on le récupère, on a fait un matériau. Et puis, moi, je veux montrer que les déchets, c'est pas moche. J'espère que vous aimez mes chaises. En tout cas, elles sont assez confortables. Donc, la fusion entre le designer et un peu l'expert sur l'éco-conception, pionnier sur ces sujets parce que ça fait bien des années que tu travailles dessus. Maintenant, le sujet que tu voulais aborder, que tu voulais qu'on aborde, c'est l'eau en bouteille. Pourquoi aborder ce sujet et quelle est un petit peu l'histoire, avant d'attaquer un peu sur les problématiques, quelle est l'histoire de l'eau en bouteille? Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Alors pourquoi l'eau en bouteille? Parce que d'abord, ce qu'il faut savoir déjà, M. Payex disait tout à l'heure que parlait de 1803, je crois, de mémoire pour Saint-Gervais, 5000 ans avant Jésus-Christ. Les Grecs, les Romains buvaient de l'eau, gardaient de l'eau, le mettaient dans des jarres, et c'était essentiellement, et d'ailleurs comme à Saint-Gervais, à des fins thérapeutiques, et il faut bien se le dire, réservé à une élite. On retrouve l'eau minérale sous Louis XIV, parce que Louis XIV buvait une eau qui s'appelle l'eau de Châteldon, et que vous pouvez encore boire aujourd'hui, qui me semble être encore une eau réservée à une élite, quand même 2,70 €, les 75 centilitres, c'est pas mal quand on se plaint que le pétrole est à 2 €. Là, on n'a même pas 1 litre. Et cette eau aussi minérale, elle a sauvé beaucoup de têtes puisque à la Révolution française, un grand nombre de nobles sont partis prendre les eaux à Évian et sont jamais revenus. En fait, ils ont attendu que ça se passe pour revenir.
Mais ce qui se passe, si vous voulez, un peu plus tard, en 1823, comme la France, on a parlé de la réglementation, la France est un pays de réglementation, il faut faire des lois. D'ailleurs, sous Napoléon, il fallait vraiment faire énormément de lois. Et retour au naturel, Louis XVIII réglemente le commerce de l'eau minérale qui était essentiellement thérapeutique. Et en fait, c'était un privilège royal et ça se passait plutôt vers chez vous, puisque c'était Vittel et Contrexéville. Et puis, on avait à la même époque donc un duc de Savoie qui s'appelle Charles Félix, qui était lui beaucoup plus libéral et qui s'est dit moi, je vais autoriser la vente de l'eau d'Évian, l'eau de Cachat, au marquis de la Serre. Et c'est de là que ça a parti. C'est parti 6000 bouteilles au départ, hein, c'était des cruches en terre. Après, on a eu des Dame Jeanne, des gros, parce qu'il fallait les amener. Donc la Dame Jeanne, c'est une grosse bonbonne de 25 litres entourée de comment ça s'appelle, d'une protection. Certains savent, j'ai l'impression. Ouais, ils connaissent, voilà. Et donc on arrive à ça. Et à partir de ça, déjà la France se réveille parce que Contrex, bien évidemment, le roi fait sauter son décret. Et on retrouve d'ailleurs aujourd'hui, c'est rigolo, entre Danone, qui est propriétaire de l'eau d'Évian, et puis Nestlé, qui était se mettre à Contrex, etc., et Contrex et Vittel, on retrouve encore cette dualité, finalement, France-Savoie dans les eaux. À partir de là, ça a explosé, puisqu'on est on est parti de 6000 bouteilles, nous partîmes 6000, mais par un prompt renfort, nous retrouvions des milliards en 2023. Et justement, on va dire un mot là-dessus, parce qu'il y a eu un beau cheminement. À votre avis, quel est le pourcentage de Français qui consomment de l'eau en bouteille quotidiennement ? 40%, 60%. Alors la réponse, Fabrice, c'est dans la prochaine... On peut mettre le slide. La réponse c'est 50%. Moi, je trouve ça hallucinant. Ça veut dire qu'une personne sur deux consomme quotidiennement de l'eau en bouteille. J'aimerais comprendre pourquoi, Fabrice. Alors, pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. La raison initiale, c'est que, par exemple, l'eau de Combloux est très bonne, mais... le médecin de ma maman, nous n'achetons plus du tout d'eau avec mon épouse depuis que nous sommes à Combloux. On en achetait un petit peu quand on était à Paris. Quoi ? Oui, mais j'avais pas. T'étais pas né. Parfait. T'étais pas encore né pour me dire. Mais elle, je lui achète son Népar parce que son médecin lui a dit Népar. Et le marketing a fait en sorte que quelque chose qui était thérapeutique, qui était d'ailleurs où il ne fallait pas forcément en boire tous les jours, est devenu un geste du quotidien. Mais à ça, ce n'est pas ça qui a fait exploser l'eau. Ce qui a fait exploser le marché de l'eau, c'est surtout la vente de l'eau de source. Il y a une différence entre l'eau minérale et l'eau de source. Et notamment une marque... Est-ce que c'est clair pour vous la différence ou pas ? Alors, l'eau minérale, c'est une eau qui contient des minerais et qui est fortement minéralisée, qui a un certain nombre de caractères qui peuvent... L'épar, c'est un petit peu plus de magnésium, etc. Par exemple, si à Contrex, le roi Louis XVIII buvait de la Contrex, et vous avez vu, il avait un peu d'embonpoint. Donc buvez, éliminez, ça pouvait ne lui faire que du bien. Mais comment s'appelle l'eau de source, c'est finalement une eau qui n'a aucune vertu thérapeutique et qui est vendue. Le premier vendeur d'eau en France, c'est Cristalline. Mais Cristalline, ce n'est pas une source. Cristalline, c'est des sources à peu près dans un maillage territorial de 200 km qui sont différentes. C'est-à-dire que quand vous allez aller dans le nord, vous ne buvrez pas la cristalline de la même source. Ici, on n'a pas la même cristalline qu'on va avoir en Bretagne et qu'on va avoir en région parisienne. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'eau, c'est de la logistique.
Et donc, pour pouvoir minimiser la logistique, mais on va en parler. Donc, c'est ce marketing qui a fait ça et aussi qui a essayé de faire passer l'eau du robinet comme quelque chose de pas terrible, de mauvaise qualité, par rapport à de l'eau qui était en bouteille. Alors, c'est assez étonnant quand on regarde les chiffres de l'ARS, puisque l'eau française est d'une très très bonne qualité. Hein. J'ai les chiffres ici. Hein. En 2021, microbiologie, 98,3% de conformité. On a baissé un petit peu sur les pesticides. C'est important de faire attention. Et vis-à-vis des nitrates, on est à 99,3% de conformité. Donc on n'est pas très très loin des zéro nitrate. On a une eau d'excellente qualité en France, mais simplement il y a eu toute cette bagarre, et notamment à Paris, où on expliquait, mettriez-vous l'eau, est-ce que tu buvrais l'eau de TVC? Hier on a parlé de la chasse. Bah, finalement, oui, si c'est ici, vous pouvez y aller, elle est super bonne. Hein. Alors pas dans les WC, vous la buvez bien évidemment. Hein. Il y a un robinet, et voilà. Très bien, et même ça prend des proportions aujourd'hui, quand on voit la slide d'après, qui sont assez dingues, parce que là c'est la liste du coup des top produits vendus en supermarché, en grande surface, et on retrouve quand même 10 produits qui sont liés à l'eau dans le top 25. Moi, ça m'a sidéré quand j'ai vu ces chiffres, et encore j'en ai 2. D'abord, je me suis dit, le Français, il ne mange pas, il boit. Quand vous voyez ça, le Français ne mange pas, il boit. C'est quand même dingue. Donc, il boit de la flotte. Vous avez vu le premier truc. 128, et il y a 6 bouteilles. Donc, il boit, et il y a 6 bouteilles, et c'est les moins chères du marché. Donc, vous imaginez le nombre de bouteilles. Quand on a le slide de l'été, on voit que juste à côté de l'eau, il y a le Ricard. Donc, il met un peu de Ricard dans son eau l'été. Il boit plus l'été la bière, etc. Mais rendez-vous compte d'abord que 10 produits dans le top 25 des produits les plus vendus en France sont des bouteilles d'eau. Il y en a, je crois, une vingtaine dans le top 50. Et le reste, c'est des soft drinks, de la bière. C'est fou. Donc, c'est fou. Et tout ça dans des bouteilles en plastique. Donc, c'est quand même, on voit ça, et encore une fois, à des prix complètement dingue, c'est-à-dire à un prix qui n'a rien à voir. Alors on n'est pas peut-être au niveau de la Châteldon. Cela dit, il y a quand même des bouteilles, même qui sont vendues dans notre région, à 10 € la bouteille de 75 centilitres. J'en ai dans mon livre, je présente, 230 € la bouteille de 75 centilitres, et le record du monde, c'est une bouteille, bon, bien sûr en or 24 carats, bien sûr. Et vous avez une idée du prix? 6 millions de dollars, vendue aux enchères, une bouteille d'eau. Elle était pleine, hein. Ils ne l'ont pas vendue vide, je vous rassure tout de suite. En tout cas, ça fait une belle carafe, mais donc on a parlé un petit peu de là où on en est aujourd'hui. Ça autant émergé grâce au marketing, grâce à des vertus un peu thérapeutiques. Peut-être on peut parler aussi de la praticité, c'est-à-dire quand on est en voyage, on prend sa petite bouteille, parfois c'est pratique quand même. Alors oui, sur la mobilité c'est pratique, bien que je trouve quand même que c'est quand même beaucoup plus pratique d'ouvrir un robinet que d'aller me porter des packs de 6, les mettre dans ma bagnole. Voilà, donc il y avait effectivement une certaine praticité d'usage. Mais l'usage, c'est aussi le service, cette praticité d'usage, effectivement, dans la mobilité. Donc, on avait cette mobilité. Il y a aussi une praticité, si vous voulez, pour développer la bouteille. En fait, on a fait de la bouteille spécifique. Donc, un petit bouchon sport. Je dis souvent que l'emballage, c'est pas l'emballage, c'est le bouchon. Et d'ailleurs, il y a une pub d'Evian qui montrait dans une Dame Jeanne, dans les années 1885, la pub, tu as la Dame Jeanne, et il y a marqué « Nouveau bouchon inviolable ». C'est une histoire de bouchon, donc on te met un bouchon pour le sport, un bouchon clic-clac facile à ouvrir, et puis différent. Et ce qui a énormément fait de mal, en tout cas développer l'eau, c'est toutes les déclinaisons de format.
expliquer, on a fait un format 50 centilitres parce que ça tenait mieux dans les sacs à main. On a fait un format 75 centilitres parce que c'était plus facile, c'était ce qu'on devait boire au bureau. On a fait des 25 centilitres pour le cinéma, les stations-service, etc., etc. D'ailleurs, le trou qu'on a dans la voiture, vous savez, vous avez c'est le diamètre de vos canettes et de vos bouteilles. Donc déjà, enlevons ce trou et vous mettez dans une gourde. Et Fabrice, du coup, j'aimerais qu'on parle un peu des impacts négatifs de cette bouteille, du coup, de cette consommation excessive. Quels sont un peu les différents impacts? On a parlé de différents types d'eau, on a parlé du carbone. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu les points clés sur l'impact néfaste? Oui, en fait, mettre de l'eau en bouteille, en fait, c'est ajouter du carbone et produire des déchets sur quelque chose qui naturellement n'en a pas. Donc en fait, vous rajoutez du carbone, vous rajoutez de la matière première à quelque chose qui n'en a pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de l'eau en bouteille, mais cet impact est clair. D'ailleurs, tu as une slide là-dessus. Le chiffre est là aussi important, c'est-à-dire que 1 litre d'eau en bouteille, c'est par rapport à l'eau au robinet, c'est quand même 2023. C'est pas l'année, hein, c'est 2023 plus impactant que notre eau du robinet. Et d'ailleurs, on voit bien où est l'impact. On voit bien que l'impact, il est sur l'emballage et il est sur la logistique. C'est sur ces deux parties que et la consommation. Ce que je trouve dommage d'ailleurs dans cette étude, elle aurait été beaucoup plus complète, cette étude de l'ADEME, si on avait mis aussi le traitement du déchet et le recyclage, parce que le traitement du déchet et le recyclage fait partie de l'impact de l'eau en bouteille. Il y a de l'impact aussi, on l'a vu toute la journée, sur l'eau. Il faut amener toutes ces canalisations, tout ça. Donc, mais quand même, mettre de l'eau en bouteille, c'est de rajouter de l'impact à l'eau. Donc il faut se poser la question il faut le faire, mais comment il faut le faire? À quel moment faut faire cet impact? Après, vous avez un autre impact, effectivement, dont on vient de... Parce que sur les réseaux sociaux où ils se propagent plein de choses, les gens m'envoient beaucoup d'informations, et notamment quand ils ont vu que je faisais ça, et je ne suis pas du tout un contre-emballage, contre la bouteille, vous allez le voir, ils me disaient, oui, mais... il faudra que tu dises que la bouteille, on assure la sécurité des consommateurs. Oui, on assure la sécurité des consommateurs dans les normes qui sont actuellement établies. Mais peut-être pas dans les normes de demain. Une étude vient de sortir. Lundi, là. Ouais, ce lundi, oui. Ce lundi, hein. Que j'ai parcouru assez rapidement et qui montre qu'en fait, on a 1000 fois plus de particules de nanoplastiques que l'on pensait dans les bouteilles d'eau minérale et dans les bouteilles d'eau de source. Alors, on reste complètement dans les normes. Hein. On est dans les normes, on ne va pas s'empoisonner avec ça. On est dans les normes d'aujourd'hui. Cependant, et c'est quand on va plus loin dans l'étude, on ne sait pas encore si ça proviendrait de la bouteille ou si ça provient des filtres au moment où on l'embouteille. Il n'empêche que ça provient de la production de l'eau. Donc l'eau en bouteille n'est pas aussi safe qu'on pourrait le penser, et d'autant plus que dans son circuit logistique, notamment l'été, si vous la laissez au soleil, là, vous accélérez entre le moment où on va les rentrer dans le magasin, etc. Ou si vous l'avez dans votre voiture, franchement, ne buvez pas une bouteille d'eau qui est restée dans votre voiture l'été pendant le lendemain matin, il ne faut pas, quoi. Sinon, vous buvez quelque chose de pas terrible. Donc, il y a ça qui est là. Voilà, l'eau non plus, l'eau du robinet n'est pas exempte, a aussi des problèmes, mais on ne peut pas opposer cette qualité entre notre eau du robinet et l'eau en bouteille. Ça, c'est du marketing. C'est une histoire qu'on nous raconte, mais la réalité, c'est que dans les deux cas, on peut avoir un certain nombre de problèmes. Alors du coup, Fabrice, qu'est-ce qu'on peut faire
Et j'ai envie de t'interpeller là à plusieurs échelles, à l'échelle peut-être individuelle des gens qui sont dans la salle, à l'échelle peut-être professionnelle, et puis peut-être avec ta qualité aussi d'élu, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réduire cette consommation d'eau? On rappelle avec ce chiffre, une bouteille d'eau en plastique, c'est l'impact carbone de 2023 litres équivalent d'eau du robinet. Oui. C'est une bonne question que tu m'avais posée, mais tu m'avais posé la question en élu et j'ai repris parce que je t'ai dit attention, un élu, c'est avant tout un citoyen, une personne normale, c'est quelqu'un local, hein, je parle. Hein. On n'est pas de métier, c'est quelqu'un qui a un métier et c'est quelqu'un qui s'engage à un moment pour la collectivité, pour sa collectivité. Tu as bien compris que déjà, avec Patricia, mon épouse, nous, on a essayer de changer des pratiques. C'est vrai que je buvais de l'eau d'Évian ou autre eau à chaque fois que j'allais au resto à Paris et même chez moi, on se faisait livrer. C'était tellement facile. C'est pas moi qui l'a monté. On avait un truc qui s'appelait Télémarket, c'est eux qui montaient les cartons jusqu'à la maison. Donc, j'aurais eu à monter les cartons. Je pense que je me serais posé... Ne va pas vendre de l'eau en bouteille. Ah, mais je la vends pas. Je dis que c'était facile. Mais simplement, on a changé complètement de pratique. On a changé plein de pratiques. On n'utilise plus de gel douche parce que l'eau, il y en a partout. Hein. Dans l'emballage, hein. L'emballage, s'il est en plastique, c'est parce qu'on transporte de l'eau. Hein. Ce n'est pas que l'eau qu'on boit. L'eau, il y en a partout. Il y en a dans la lessive, donc on a changé de pratique, on est revenu au savon solide, etc. Bon, changer beaucoup de pratiques individuellement, chacun le fait comme il veut. Bon, on utilise des gourdes parce qu'à Combloux, l'eau est bonne. Je ne la remplis pas forcément au robinet quand je vais en Bretagne ou ailleurs parce que je sais qu'elle est moins bonne, mais bon, des fois, on va retrouver des fontaines. Et mon rôle sur les autres casquettes. Voilà, ma casquette de professionnel, je prends plutôt ma casquette d'élu pour qu'on comprenne. C'est comme j'ai une casquette de professionnel de l'emballage et que je fais de l'éco-conception avant que le nom existe. Simplement, j'avais l'honnêteté de dire qu'en tant que designer travaillant pour les marques, vous savez, on dit quand on fait design du berceau à la tombe. Donc, je travaillais du berceau à la tombe parce que j'ai toujours travaillé sur le recyclage. Mais quand même, j'avais l'impression que je me contentais d'habiller le mort. Je n'allais pas jusqu'à la tombe. Donc, Claude pourra vous le dire, quand ils m'ont demandé de rentrer dans leur liste, qu'on m'a invité à rentrer dans la liste, j'ai dit « Ah ben moi, il y a un truc dont je veux m'occuper, c'est les déchets ». Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont levé les mains pour dire « Oh ben ok, Fabrice veut prendre des déchets, il prend ». Et je voulais aller au CITOM avec Christelle qui est là-bas, justement pour voir exactement comment ça se passait. Donc je me suis vraiment engagé pour ça, c'est pour aller au bout, à 360 de ça, et je continue dans mon métier. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les bouteilles d'eau en plastique, Alors, Fabrice? Déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est effectivement c'est s'engager pour la réduction des déchets. Parce que c'est mon premier objectif. Mais sur la bouteille, concrètement? Alors, sur la bouteille, il y a deux choses. On a parlé de la gourde. Et sur la bouteille, je vais vous montrer une... Parce qu'aujourd'hui aussi, le recyclage, on n'en a pas parlé, mais une bouteille sur deux n'est pas recyclée en France. On est à 61% de taux de 40% qui ne sont pas recyclés, les bouteilles en plastique. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas captées et qu'elles ne sont pas jetées forcément au même endroit, mais pas que. Ce n'est pas un problème de consommateur. Parce qu'on ne pourra jamais empêcher au plastique de faire des fuites. Et le vrai problème, c'est les fuites. C'est-à-dire qu'une bouteille qui s'envole parce qu'il y a un coup de vent ou qu'on laisse là, elle va forcément tomber dans l'arbre, de l'arbre aller là, et elle va se retrouver in fine dans la mer Méditerranée ou ailleurs. Donc c'est l'usage unique, en fait, le problème. L'usage unique. Ah ben oui, c'est l'usage unique. Et donc ce que je cherche, ce que je fais, si vous voulez, professionnellement, c'est que voilà quelque chose qui a été à Combloux et qui va, à mon avis, parler à Jean-Pierre Raffarin, parce que hier, Jean-Pierre Raffarin a parlé d'amour et a parlé de cœur. Et je jubilais, Jean-Pierre, quand vous avez parlé de ça, puisque vous savez que la loi AGEC... Ils sont familiers avec la loi AGEC? C'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et la réglementation qui va arriver, européenne, qui s'appelle la PPWR, qui va remplacer la directive sur les déchets d'emballage,
demande. Juste pour dire, ouais, ce sont des lois du coup pour réduire les emballages, principalement les emballages à usage unique. À usage unique. Mais réduire l'emballage à usage unique, ça ne veut pas dire faire la grève de la faim, parce qu'on a besoin d'emballages. Donc on va remplacer les emballages à usage unique par des emballages à usage multiple. Pour faire simple, pour les gens qui ont des cheveux blancs dans la salle, on va revenir à la consigne. Alors, je vous rassure, ce n'est pas le litron étoilé, mais on va revenir à la consigne et il y a des gros objectifs tant on devrait être à 10% en 2027 et petit à petit, pour remplacer cet emballage à usage unique, on va aller vers de l'emballage à usage multiple. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit sur un système mutualisé à l'échelle nationale. C'est-à-dire, pour faire simple, une bouteille d'Evian réemployable doit être remplie à Evian, elle va aller dans toute la France. Ça serait complètement contre-productif de la ramener à Evian pour la remplir, comme ils font d'ailleurs aujourd'hui. Trop de kilomètres. Donc peut-être une bouteille d'Evian qui va aller en Bretagne, elle va être récupérée en Bretagne, lavée dans la région de Bretagne et être remplie par de la Planquette en Bretagne. Quand elle va aller à Frasnes, elle va être remplie par plutôt par de la Vittel. Mais voilà. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres, Fabrice, c'est quand même de se dire qu'à Combloux, la qualité de l'eau, elle est assez excellente. Attends, je voudrais juste remettre On peut remettre, s'il vous plaît, le slide d'avant. Voilà. Ce que je voudrais juste parler de ces emballages et pourquoi je parlais du cœur, parce que déjà, il faut se dire que pourquoi j'ai mis un cœur. Donc, on m'a demandé de travailler ces emballages qui ont des fonctionnalités pour être employés. Donc, c'est toute une gamme, mais qui ne sera pas que sur l'eau, qui sera sur tous les produits et qui est orné d'un symbole, le R-cœur. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours considéré que ces gestuels-là ne venaient pas de la tête, mais elles venaient du cœur. Exactement. C'est-à-dire que tu peux me parler à ma tête pour que ça descende au cœur, c'est pas évident. Mais par contre, quand on parle au cœur, ça remonte assez facilement à la tête. Et puis parce qu'il faut comprendre aussi que le cœur d'un emballage ne cesse pas de battre après son premier usage. Une fois on peut le réutiliser. Donc c'est de changer. Et c'est pour ça que dans le changement de nos pratiques, il faut vraiment le changer de manière positive, très clair, de manière amoureuse. On doit, juste niveau timing, on va laisser les autres tables rondes qui sont aussi passionnantes. Le sujet, même si le réemploi, c'est très important, la conclusion, c'est vraiment buvez de l'eau du robinet, surtout à Combloux. Surtout à Combloux. Excellente. Elle est A. Et c'est ton initiative que tu voulais porter, et voilà. je le dis rapidement en conclusion, mais tu voulais afficher la qualité de l'eau dans les rayons. Attends, absolument. Je fais juste la petite conclusion parce que je pense qu'il faut qu'on y aille. Et du coup, afficher ça dans c'est ça le supermarché. Moi, je me dis, je comprends pas que de voir à chaque fois le supermarché avec le rayon flotte qu'il y a, je demande, j'aimerais politiquement que l'on puisse afficher les résultats de qualité de l'eau de notre robinet dans les supermarchés, de manière à ce que les gens, quand ils achètent une bouteille d'eau, sachent qu'ils ont réellement une solution. Il ne faut pas aller le chercher à Internet après 12 clics. Il faut pouvoir l'avoir sur place en disant hey, bon, t'achètes de l'eau, c'est bien, peut-être tu as des problèmes pour ma maman, je continuerai à lui acheter son épar, mais regarde quand même, celle-là, elle est quand même pas mal. Donc au moins, tu viens en vacances, goûte notre eau, voilà, elle est bonne. Et donc, remplissez vos gourdes en partant de Combloux parce qu'elle est très très bonne. Et voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée et de bons échanges par la suite. Merci beaucoup. Vous voyez, j'ai même pas tenu le temps alors que j'étais le maître du temps.